Jonathan Erskovici est venu de son Pays Basque natif, je ne sais pas comment on dirait, pour venir dans cette émission fondateur de Steak Inside. Vous allez bien? Très très bien Sandra, Ravi je suis très content de vous retrouver sur le plateau. En physique, exactement. Petit coup d'œil sur le cours du Bitcoin. 86 940, ça reste à peu près au même niveau depuis hier. Il a été très volatile ces dernières semaines. Jonathan, on est repassé donc sous les 100 000. Déjà, comment vous expliquez ce mouvement-là, cette baisse-là? Écoutez Sandra, c'est toujours la même réponse. Moi, je suis focalisé sur l'utilité, sur l'usage du Bitcoin. Mais je comprends que dans cette émission, il faut parler du prix. Donc, je vais quand même apporter mon éclairage sur parce que ça intéresse quand même, malgré tout, la communauté. Mais j'entends. Cette actualité-là. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, Sandra. Donc, c'est pour ça que je vais y répondre. Donc, voilà, sur Bitcoin, il y a forcément donc, des hausses et des baisses. Il y a ce qu'on appelle la confrontation de l'offre et de la demande. Et lorsqu'on voit que Bitcoin atteint son ATH, ce qui a été le cas, je crois, il y a quelques semaines, donc le 6 octobre, si je ne dis pas de bêtises, et arrive un moment où il y a toujours une prise de bénéfice des investisseurs. Donc c'est quelque part extrêmement cohérent, extrêmement classique. Donc il ne faut pas avoir peur. Bitcoin, c'est du temps long. Les bruits de court terme et la volatilité du prix à court terme, ça va encore exister. Il y aura encore des baisses. L'objectif, c'est plutôt de se concentrer sur de l'épargne à long terme. Bitcoin est une réserve de valeur. Bitcoin a des atouts qui sont incroyables de résistance contre les politiques des banques centrales. Et ça se voit sur un temps long. Et c'est pour ça qu'il faut investir en Bitcoin sur un minimum de 4 ans. Et ne pas justement se focaliser sur les variations de prix de court terme comme on le voit depuis début novembre. On va regarder et on va voir ce qu'il faut regarder précisément sur ce qui se passe au niveau mondial, au niveau du Bitcoin. Ce que vous regardez, vous, Jonathan, c'est les États qui avancent. Et comment ils avancent, justement? Qu'est-ce que vous observez? Écoutez, en tout cas, c'est vrai que plutôt que de s'intéresser de la volatilité à court terme, moi, je préfère regarder justement comment les investisseurs, comment les acteurs économiques agissent autour du Bitcoin. Et là, effectivement, je voulais parler des États et je voulais parler particulièrement du Salvador parce que c'est vrai que c'est un pays, moi, qui me tient à cœur. Alors, tous les Bitcoiners sont au courant, mais en septembre 2021, il y a eu la Bitcoin Ley, où donc le président de l'époque, qui est d'ailleurs toujours président actuellement, qui s'appelle Nayib Bukele, a déclaré Bitcoin monnaie légale. Donc ce pays, qui auparavant était un pays considéré comme étant le plus dangereux au monde. Je crois qu'il y avait un taux d'homicide assez délirant là-bas. Donc ce président est arrivé au pouvoir en 2019. Il a radicalement changé ce pays, donc notamment justement en construisant des prisons, en essayant d'éradiquer totalement les gangs, et il y est arrivé. Donc ça a été la première mesure phare de sa politique. Et il a également eu une stratégie visionnaire, parce que justement en septembre 2021, il a déclaré Bitcoin monnaie légale. Et ça a été aussi le moment où il a commencé à constituer une réserve stratégique. Et d'ailleurs, Nayib Bukele et El Salvador utilisent la même stratégie que Steak Inside, c'est-à-dire qu'il fait du DCA sur Bitcoin. Il achète régulièrement du Bitcoin. Il ne regarde pas les cours. Il ne regarde pas les cours. Il a une vision à long terme. Et aujourd'hui, il accumule plus de 7400, je crois, Bitcoin. Et d'ailleurs, il vient d'en acheter 1000 supplémentaires là, il y a 2 semaines, pour profiter évidemment de la baisse du prix, parce que comme le disait Lilian, c'est clairement une opportunité. Et effectivement, il a buy the dip, comme on dit sur le crypto Twitter, et il a bien fait. Donc il s'est constitué cette réserve stratégique. Il a aujourd'hui aussi un boom économique sur le tourisme. Alors pas forcément que le tourisme lié aux bitcoiners. Alors il y a évidemment une énorme progression du tourisme sur cette industrie, mais aussi le tourisme, on va dire, plus classique ne fait qu'augmenter, parce que le Salvador est un très très beau pays. Nous-mêmes, on a fait partie d'une délégation en 2021 où on est allé justement avec Yorick, avec Gouspillou, avec Roxy. On était parti justement en novembre 2021 pour assister à cette première Bitcoin Week qui était incroyable. Et donc tous les ans maintenant, il organise cette Bitcoin Week avec évidemment tous les Bitcoiners du monde entier. Je rappelle que Tether, une des plus grosses entreprises du monde, a installé son siège social là-bas. Il finance également
toute la dimension éducation, parce qu'il faut savoir que beaucoup peut-être de personnes pensent que l'adoption du Bitcoin là-bas en tant que moyen de paiement, effectivement, n'a pas eu le succès qu'on souhaitait tous. Mais à la limite, on en est conscient, vu que c'est quand même une technologie qui est complexe. Les Salvadoriens, voilà, c'est une population qui n'a pas forcément des compétences a priori pour maîtriser ces sujets-là. Donc ils ont investi énormément sur de l'éducation avec Plan B Network. D'ailleurs, je passe le bonjour à Roxy, qui est un des cofondateurs de ce projet là-bas. Et on voit que l'éducation a considérablement augmenté. Et en fait, les gens utilisent de plus en plus Bitcoin. Et pour revenir comment dire, à l'État, ils ont constitué cette réserve stratégique en Bitcoin qui aujourd'hui est valorisée plus de 650 millions de dollars. Et ils ont investi également sur leur industrie géothermique. Oui. Parce qu'il faut savoir que le Salvador est un des pays au monde où il y a le plus de volcans. Ils se sont mis au pied des volcans. Ils se sont mis au pied des volcans. Alors après, effectivement, en novembre 2021, il y avait eu des annonces sur la Bitcoin City. Bon, c'est là où on peut dire que le président était un peu fantasque à faire des annonces un peu marketing, parce que bon, effectivement, on en est quand même très très loin aujourd'hui. Oui. Mais voilà, l'idée c'était de le financer à travers ces Bitcoin bonds, qui aussi ont pris énormément de retard. Là, ça va être. Mais a priori, ils vont être émis là bientôt. Voilà, ils vont bientôt être émis. Qui, justement, ces Bitcoin bonds sont censés financer cette Bitcoin City. Bref, tout ça pour dire que Nayib Bukele avait cette vision autour du Bitcoin et on voit 4 ans plus tard, il a eu raison. Ce qui est intéressant, c'est que il y a quelques années, on n'avait que le Salvador en exemple et que c'était quand même assez confidentiel et que on observait avec un petit sourire en coin, en tout cas le monde observait avec un petit sourire en coin ce qui allait se passer sur Let's Bitcoin. be serious, pour rappeler le ministre du numérique de l'époque, Cédric O. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit bien regretter cette intervention qu'il avait fait à l'époque. D'autant plus qu'aujourd'hui, quelques mois, à peine quelques années plus tard, il y a plein de pays qui s'y mettent. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à regarder dans l'adoption et le développement du Bitcoin au final. Exactement. Et évidemment, la première puissance économique au monde que sont les États-Unis, matérialisée par la nouvelle stratégie de Trump, qu'il a notamment dévoilée lors d'une conférence Bitcoin à Nashville, je crois, donc c'était en 2024, où il a annoncé donc, cette fameuse réserve stratégique. Il a annoncé sortir des projets de Biden sur le dollar numérique. Et justement, on a vu quelques mois plus tard qu'il a lancé le Genius Act pour favoriser les stablecoins dollars. On parlera juste après. Donc on voit qu'il y a une vraie stratégie donc des États-Unis vis-à-vis de Bitcoin. Et je pense que par capillarité, d'autres pays ont voulu quand même s'en inspirer, parce que là, on parle quand même de la première puissance économique mondiale. Donc là, on a vu plus récemment le Luxembourg. Plus proche déjà. Voilà, exactement. Qui s'est laissé inspirer probablement par Donald Trump, par les ETF, par cette financiarisation quand même du Bitcoin. Et donc, ils ont acheté, je crois, 1% de leurs fonds souverains en Bitcoin à travers des ETF. Il y a évidemment d'autres pays, on peut parler du Bhoutan, qui est aujourd'hui... Ça fait un peu plus longtemps, donc eux, ils ont axé leur stratégie sur le mining. Oui. Aujourd'hui, alors je crois qu'ils ont plus de 12 000 Bitcoins, ce qui représente 40% de leur PIB. Voilà. Donc il y a d'autres exemples, évidemment, en Inde, au Nigeria. Que le Bhoutan, leur philosophie, c'est le bonheur. Et en plus, le Bhoutan, oui, c'est vrai. Visiblement, parce que le bonheur va passer par le Bitcoin. Est tout à fait compatible et n'est pas anti-écologique, puisque c'est une dimension importante du Bhoutan. Oui, ça, complètement. On entend ce qu'on veut entendre. La République tchèque. La République tchèque. Et ça, c'est important par rapport à Christine Lagarde. C'est drôle. Et exactement. Donc, la République tchèque, qui justement, alors, pour l'instant, n'a pas investi concrètement en Bitcoin, mais ils ont lancé des tests sur certains wallets du Bitcoin pour mieux comprendre cette technologie. Ils ont, je crois, voulu tokeniser justement aussi des projets. Et donc, on sent une vague des États vers le Bitcoin. Il n'y a que, évidemment, l'Europe qui aujourd'hui reste concentrée sur son euro numérique, regarde de manière très très lointaine le Bitcoin, ce qu'on peut regretter, même si on peut quand même souligner certaines initiatives politiques. Et un peu individuelles, donc Éric Ciotti, où il y a 2 semaines, qui a lancé ces propositions de loi qui ne vont pas aboutir, parce qu'il n'aura évidemment pas la majorité à l'Assemblée. Sarah Knafo, en début d'année, avait fait ce fameux discours à la Commission européenne. Et plus récemment, Arnaud Montebourg, justement, s'est positionné aussi sur le sujet. Donc on voit que ce qui est intéressant, c'est que ça sort des clivages politiques traditionnels. Merci à tous les trois.